Bonjour à tous, on se retrouve en direct sur le studio TV du Silmo pour parler d'un secteur auquel vous êtes nombreux à vous intéresser, celui de l'audition. Selon un sondage que nous avons réalisé en février dernier, 20% d'entre vous s'apprêtent à développer ou développent déjà une activité audio et 33% estiment que cette diversification mérite d'être étudiée. Mais pour la réussir, il faut bien connaître ce marché et respecter certaines règles. Pour vous éclairer sur ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir Maher Kassab, PDG de Galileo Business Consulting. Bonjour Maher, ou rebonjour. Arnaud Der, directeur commercial de Videx, qui fabrique des appareils auditifs. Bonjour Monsieur Der, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous. Et avec nous également Marcel César, vice-président de l'enseigne Acuitis. Bonjour Monsieur César. Alors nous devions recevoir un opticien audioprothésiste, mais malheureusement celui-ci a eu un empêchement de dernière minute et n'a pas pu se joindre à nous. Je vais commencer par vous, Monsieur Der. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter votre entreprise Videx ? Oui, bien sûr. Alors Videx est une société danoise, fabricant d'appareils auditifs parmi 6 fabricants dans le monde. Nous fabriquons donc nos appareils au Danemark et nous les importons en France, et Videx France, dont je fais partie, est le distributeur local. Au niveau de Videx Danemark, donc nous mettons un point d'orgue sur la technologie, c'est-à-dire que notre ambition n'est pas d'être le leader économique de ce secteur, mais en tout cas d'être celui qui apporte le plus d'innovation technologique. Donc aujourd'hui, votre expertise de fabricant va nous aider à mieux connaître ce marché de l'audition. Quel est son état des lieux? Combien y a-t-il de malentendants? Combien sont équipés? Alors aujourd'hui, le marché de l'aide auditive est en forte croissance en France. Alors quand je dis forte croissance, évidemment cette année c'est une année de crise, donc on est pour l'instant seulement à 2% de croissance. Ceci dit, je pense que pour l'optique, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais c'est plutôt pas mal pour l'aide auditive. En ce qui concerne l'état des lieux du marché, aujourd'hui, on vend à peu près 500 000 appareils par an en France, avec un 15% des personnes qui mériteraient d'être appareillées qui le sont vraiment. Donc déjà, on a un taux d'équipement qui est relativement faible par rapport au taux d'équipement possible. L'autre élément important, c'est que l'appareillage a lieu bien plus tard que le premier achat de lunettes, généralement après 65 ans. Il se trouve que la pyramide des âges est maintenant très favorable pour nous, puisqu'à partir de 2015, on a des classes d'âge qui vont arriver en premier équipement, qui seront simplement le double de celles des classes d'âge que l'on a aujourd'hui. Donc la croissance est devant nous, et je pense que c'est assez important de prendre des positions dès maintenant pour se préparer à cette vague qui va arriver dans les années qui viennent. Donc on a bien compris le potentiel énorme de ce marché. Aujourd'hui, quel est le pourcentage d'audioprothésistes qui exercent leur métier en collaboration avec un opticien? Bon, je n'ai pas exactement de chiffres très précis à vous donner là-dessus. En revanche, le marché, il est globalement estimé qu'entre 15 et 20% des audioprothésistes exercent soit leur activité principale, soit plus souvent une activité complémentaire dans des centres optiques qui sont déjà bien implantés et avec lesquels ils arrivent à dégager des synergies assez intéressantes. Merci Monsieur Der pour cet éclairage très très intéressant sur le secteur. Maher Kassab, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les opticiens sont particulièrement bien placés pour investir sur le secteur de l'audio? Alors ils sont bien placés parce que ce sont des distributeurs de produits, on va dire, médicaux. Donc il y a même la même réflexion à avoir. Je vais servir des clients à un moment donné qui sont presbytes, qui deviendront malentendants. Je dois les familiariser dans un cas avec des problèmes de santé visuelle, dans l'autre cas avec des problèmes d'appareillage. Donc il y a effectivement des facteurs communs, même si ça reste des métiers très distincts et très différents. Ensuite, on peut avoir des fichiers clients communs, on a une méthode de communication, on a des pratiques d'achat. On a parfois effectivement des recrutements qui peuvent être communs. On a des opticiens qui sont aussi audioprothésistes. Donc les opticiens sont peut-être aujourd'hui la filière la mieux placée pour comprendre le secteur de l'audition après les audioprothésistes. Merci Maher. Alors Monsieur César, l'audition fait partie intégrante du concept de l'enseigne Acuitis. Vous étiez parti du même constat de ce que Maher a exposé pour créer ce concept ? Mais nous sommes partis du constat que nous voulions un magasin transgénérationnel, c'est-à-dire que nous voulions accueillir des enfants, nous voulions accueillir
des personnes matures. Et en fait, c'est en livrant des verres progressifs aux presbytes, en leur parlant d'audition, ils ne sont pas directement concernés la plupart du temps, mais ce sont leurs parents qui sont concernés. Donc cette transgénérationnalité, je dirais, fonctionne vraiment très bien. Ensuite, l'audition, ce n'est pas un corner dans un coin, c'est-à-dire que toutes les équipes opticiens ou audioprothésistes sont totalement formées aux deux métiers. Donc à partir de là, quand vous rentrez dans un magasin, quelle que soit la personne à qui vous parlez, elle est capable de vous parler de votre déficit. Et donc avec beaucoup de tranquillité. Donc je pense que c'est cela qui permet à nos magasins d'accueillir aussi bien des enfants que des seniors. Alors Maher, alors effectivement on voit un petit diaporama. Marcel, est-ce que vous pouvez nous le commenter? On peut lancer le diaporama? Donc on connaît effectivement la maison Acuitis que Jonathan Habitant a présenté ce matin à l'occasion de notre émission sur la conquête du porteur. Donc créé par Daniel et Jonathan Habitant, avec une équipe qui travaille ensemble depuis 1989. C'est de l'élégance, de la créativité, de la générosité, et tout cela avec des prix très très doux. D'accord. Effectivement, des magasins dignes de l'avenue Montaigne. Est-ce qu'on peut passer sur les slides qui concernent directement l'audio? Voilà. Alors effectivement, vous développez le concept de l'aide auditive intégrée aux branches de lunettes. Donc nous avons breveté un système de fabrication de branches auditives qui est fait dans notre usine de Nantes et qui nous permet de livrer des lunettes équipées de prothèses auditives, mais qui apportent un extrême confort. Donc c'est pour nous le bridge entre l'audition et l'optique. Donc effectivement, c'est un produit qui concrétise très très bien la synergie qui existe entre les deux secteurs. Et ça marche? Les consommateurs sont friands de ce produit? Les consommateurs sont friands parce que ça leur permet à la fois d'avoir leurs lunettes de soleil, leurs lunettes de vue avec le même système. Donc c'est facile, je dirais, pour eux, c'est confortable. Merci Marcel. Alors effectivement, se lancer dans l'audio, ça implique quelques règles à respecter. Maher Kassab, quels sont les facteurs clés de succès quand on est opticien et qu'on veut se lancer dans l'audio? Il faut bien réfléchir déjà pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'opticiens qui sont en crise, qui disent c'est difficile, on va effectivement se lancer sur le marché de l'audition parce que c'est un marché porteur en croissance, comme vous l'avez rappelé. Bon, ça, c'est pas la bonne raison. Parce que même si le marché il est important et qu'il va se développer, il faut s'assurer d'avoir des atouts sur ce marché. Et les atouts entre le marché de l'optique et le marché de l'audition ne sont pas les mêmes. Il y a des points de convergence. On a parlé du fichier client, on a parlé aussi du positionnement peut-être du magasin, mais les facteurs clés de succès ne sont pas les mêmes. L'un des plus importants, par exemple, c'est le facteur humain. Dans l'audioprothèse, ce qui est très difficile, c'est de trouver des audioprothésistes. Il y a une pénurie d'audioprothésistes. Et je crois que si les enseignes elles ont du mal aujourd'hui à se positionner, il y a différentes tentatives, c'est justement qu'elles sont confrontées à ce déficit d'audioprothésistes. En plus, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y en a 5, voire 6, donc il y a de toute façon, au moins pour les 3 prochaines années, un déficit d'audioprothésistes sur le marché. Ce qui fait qu'il faut avoir un projet pour les faire venir et pour les faire rester. Et une enseigne d'optique ou un point de vente d'optique aura cette difficulté. Pourquoi l'audioprothésiste viendrait-il chez moi alors qu'il peut exercer un métier dans un centre auditif où il aura des perspectives très intéressantes en termes de salaire. Donc il faut vraiment lui proposer un projet, que ce soit le jeune diplômé ou que ce soit l'audioprothésiste alerte, expérimenté. Il faut avoir une vision et il faut pouvoir porter cette envie auprès des équipes. C'est pas facile. Les enseignes, elles ne sont pas habituées à ça, parce que c'est facile de trouver des opticiens en général, il y en a beaucoup. Elles sont plutôt en recherche de trouver des clients, alors que là, la première des difficultés, justement, c'est de retrouver du capital humain. Donc c'est vrai, vous me confirmer, Monsieur Der, je crois qu'il y a à peu près 120 audioprothésistes qui sortent chaque année des écoles françaises seulement? Oui, tout à fait. Alors le nombre d'audioprothésistes qui sortent des écoles est limité. En revanche, et je rejoins Maher sur ce point, l'attractivité de cette activité audioprothésiste est forte. Donc il y a une rareté, une pénurie. En revanche, le nombre d'audioprothésistes en activité augmente plus vite que le nombre d'audioprothésistes diplômés. Ça veut dire qu'un certain nombre d'opticiens
sortent le diplôme historique qu'ils avaient eu à l'époque pour se diversifier dans cette direction. Et je dois dire qu'on a pas mal d'exemples, et des exemples plutôt de réussite, dans lesquels on a accompagné, puisque ce sont des gens qui n'ont jamais exercé cette activité-là, donc on les a accompagnés pour les aider à se mettre sur cette activité. Alors Maher, les autres facteurs clés du succès? Le capital humain. Donc le capital humain. Ça, c'était le point. Le deuxième point pour nous, c'est la relation avec les médecins. En optique, on vient dans un magasin parce qu'il est prêt, parce qu'on a du bouche-oreille, parce qu'il y a de la publicité. C'est vrai aussi en audioprothèse, mais en audioprothèse, on vient aussi souvent parce qu'on est prescrit, parce que le magasin a été prescrit, le centre a été prescrit ou a été orienté par un ORL. C'est même l'un des principaux facteurs clés de succès d'un centre auditif, c'est d'avoir de très bonnes relations avec les ORL. Donc ça veut dire qu'il faut être habitué à parler à des ORL, à les visiter, à leur montrer les comptes rendus d'appareillage, à les associer à l'activité, à leur parler effectivement de leurs patients. Chose qu'un opticien est moins habitué à faire auprès d'un ophtalmologiste. C'est vrai que certains le font, mais c'est pas systématique. Mais pas de la même façon, parce qu'un ophtalmologiste, on lui présente globalement l'activité, mais l'ophtalmologiste envoie encore rarement un patient vers tel opticien plutôt que tel autre. Ça se développera peut-être, c'est en train de se développer, mais c'est pas le cas. Alors que en audition, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, il y a des enseignes qui ont posé leur stratégie de développement sur la relation médicale. Et même celles qui ont posé leur stratégie sur les consommateurs, vous devez connaître les 20 000 leaders, reviennent aujourd'hui et réfléchissent à une relation avec les ORL. Marcel, vous confirmez les propos de Maher? Est-ce que vous vous rendez compte de ces réalités dans vos points de vente? Absolument. Tout ce qui a été dit ne peut être que confirmé. Je dirais que ce qu'il faut différencier, c'est que l'audioprothésiste, en général, il est seul dans son magasin avec une secrétaire. Et donc, le projet que nous lui offrons, c'est de faire partie d'une équipe. Donc, la vie est un peu différente entre la solitude de l'attente d'un client et de faire partie d'une équipe et de faire partie d'un projet. Donc, nous leur montrons ce que nous avons su faire dans notre vie antérieure. Nous leur disons, nous allons vous conduire là. Et accompagnez-nous. Soyez les formateurs de vos collègues. Et faisant partie d'un projet, étant au centre même de celui-ci, nous leur demandons d'évaluer les appareils des différentes sociétés manufacturières de ce type et de nous donner leur feedback de manière à ce que nos recommandations soient faites. Sur la visite des ORL, c'est le patron du magasin avec son audioprothésiste qui vont visiter l'ORL. L'ORL étant à ce moment-là capable de recevoir les messages de l'enseigne et de l'audioprothésiste. Nous avons en direct une question d'un Aquinote, Xavier, qui a une question très concrète et qui demande quelle démarche entreprendre pour ouvrir un corner ou un centre audio. Qui veut répondre ? On peut très bien ouvrir un magasin Acuitis avec l'audio inscrite dans ce projet. Monsieur Der ? Je pense que l'élément clé est l'audioprothésiste dans un premier temps. De cet élément clé qui est la personne en fait avec qui on va s'associer et si possible de façon durable, de construire un vrai projet. Il y a un certain nombre de choses réglementaires, notamment parmi celles-ci, avoir un équipement et une salle dédiée avec un certain nombre de caractéristiques acoustiques. Cet équipement est à prévoir en collaboration avec l'audioprothésiste parce qu'il existe trois principalement types d'équipements, fabricants d'équipements. Donc il faut d'abord en fait trouver un audioprothésiste et après donc faire la démarche d'installation du corner ou du centre en collaboration avec lui. Exactement. Et également donc ensuite obtenir une certification pour pouvoir exercer le métier d'audioprothésiste, à savoir que les qualités acoustiques de la salle pour l'audition sont définies dans le cadre de décrets. Donc nous pouvons évidemment, comme d'autres sur l'activité, nous sommes à la fois fabricants, j'en ai parlé, ça c'est la version du Danemark, mais en France nous sommes aussi installateurs de 2 des 3 systèmes qui sont principalement utilisés par les audioprothésistes. Voilà, et nous pouvons également certifier les cabines pour pouvoir avoir la validation de la CPAM. Merci pour cet éclairage très concret. Ah, une autre question, et ça coûte combien cet investissement, Monsieur Der ? Alors je pense que ça n'a rien à voir avec le coût d'investissement de machines pour tailler les verres. L'investissement complet, si on a un audioprothésiste qui est très exigeant, est de l'ordre de 15 000 €.
Vous confirmez, Monsieur César? Je dirais que c'est largement sous-évalué parce que lorsqu'on veut avoir des cabines qui soient dignes de ce nom, où les patients vont avoir de la place, où on va être bien en dessous des 35 dB exigés, et tous les programmes informatiques qu'il faut réunir de manière à pouvoir faire non seulement la prescription médicale, mais de pouvoir accompagner le client dans ses habitudes, on est plutôt aux alentours des 50 à 60 000 euros. Donc en fait, voilà, c'est à partir de 15 000 jusqu'à 50 000 euros. Juste pour préciser, le 15 000 euros, c'est juste la partie matérielle audiométrique. Hein. Je n'ai pas parlé d'investissement pour le local. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quand même très très inférieur à l'investissement nécessaire pour un opticien, pour ouvrir un magasin d'optique. Alors, Monsieur Der, vous avez tout récemment réalisé une vaste enquête sur les acouphènes. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un acouphène? Alors en fait, un acouphène, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas ou ne savent pas forcément exprimer. Un acouphène est un bruit que les personnes entendent, mais qui n'existe pas. Hein, c'est un bruit qui n'est pas généré physiquement dans la pièce, mais plutôt perçu par les personnes alors qu'il n'existe pas. On a cherché à en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là parce qu'on a des études internationales qui portent sur ce sujet, mais on n'a jamais vraiment travaillé en France sur cette approche-là. L'idée était d'aller creuser au sein de public de 55-85 ans la prévalence de l'acouphène chez les personnes. Alors évidemment, on a cherché à distinguer l'acouphène selon l'impact qu'il peut avoir sur la vie des gens. Et effectivement, il y a 15% à peu près de personnes qui souffrent de façon sévère d'acouphènes, avec un impact très fort sur leur vie. Et c'est généralement à ces gens-là que pensent les audioprothésistes et les professionnels de santé. Mais il y a quand même 85% des personnes qui ont des acouphènes de façon intermittente et non invalidante, qui sont quand même concernées par ce problème, qui sont généralement concernées par ce problème bien avant leur perte d'audition. Donc ce sont des personnes de quel âge à peu près? Ce sont des personnes qui ont entre 55 et 85 ans. La population française des 55-85 ans est de l'ordre de 18 millions de personnes. Les personnes qui ont des acouphènes dans cette tranche d'âge, c'est juste la moitié de ces gens-là, 8 millions de personnes. Donc ça veut dire que potentiellement, on parle à la moitié d'une classe d'âge sur un problème qui est très peu évoqué, très peu maîtrisé par les professionnels de santé et qui pourtant concerne une grande partie de la population. Donc ça donne de nouvelles perspectives au marché, ces résultats? Ces résultats sont tout à fait encourageants pour la suite des événements et nous venons de sillonner la France, nous sommes en train de le faire pour parler de ce sujet-là et à ce jour on a pratiquement 10% des audioprothésistes français qui sont venus assister à nos réunions. Donc ça veut dire que l'intérêt pour ce sujet est vaste, y compris dans le monde des audioprothésistes. Alors l'audio, le secteur de l'audio est pénalisé par un problème d'image. Hein. Quand on pense appareil audio, on imagine quelque chose de moche, de beige, d'encombrant, qui fait vieux et qui est peut-être pas très efficace. Alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus vraiment le cas. Est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple? Bon, je vous ai expliqué qu'on n'avait que 6 fabricants d'aides auditives dans le monde. Simplement, les équipes de recherche sont énormes et effectivement, les appareils auditifs sont devenus des concentrés de technologie. Donc, je vous ai apporté un petit appareil aujourd'hui qui, si on devait, voilà, je ne sais pas s'il y a un moyen de le voir un petit peu plus. En tout cas, c'est très bien qu'on ne le voit pas. C'est fait pour ça. Voilà, vous pouvez impeccable. Merci. Donc, on voit que c'est ne bougez pas votre main. Voilà, on le voit très bien en fait. Et c'est vrai que c'est minuscule, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on imaginait il y a quelques années. Donc, c'est un tout petit objet. Et avec ce tout petit objet-là, vous pouvez... Un très beau design d'ailleurs. Merci. Effectivement, c'est un grand succès. Tous les fabricants travaillent de toute façon dans cette direction-là. Aujourd'hui, avec cet appareil, vous pouvez écouter votre iPhone directement ou regarder la télé chez vous tranquillement. Donc les bénéfices liés à l'appareillage vont bien au-delà de l'audition et du niveau conversationnel. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès du grand public pour expliquer qu'un appareil audio, finalement, c'est pas si difficile à vivre. En moyenne, on estime qu'il faut à peu près 7 ans entre le moment où on sait qu'on a une perte d'audition et le moment où on décide de franchir la porte d'un médecin ORL pour aller se faire appareiller. L'idée avec cette étude sur les acouphènes, notamment, c'est de raccourcir grandement le délai pour le premier appareillage d'un certain nombre de malentendants. Et donc, on travaille là-dessus, effectivement, pour changer l'image de l'appareil auditif. Et rajeunir l'âge moyen du premier appareillage qui est de 72 ans selon les études. Voilà, 72 ans.
avec l'espérance de vie et probablement aussi le travail qu'ont fait les opticiens avant nous, va nous permettre de réduire un petit peu cet âge, puisque maintenant les lunettes sont vraiment rentrées dans le mode de vie des gens. Monsieur César, comment vous appréhendez ce problème d'image dans les magasins Acuitis? Comment vous faites pour justement essayer de dédramatiser cet appareil? Tout d'abord, le produit est exposé. Ensuite, les équipes parlent du produit sans le dramatiser. Donc, le travail que nous avons à faire en France est énorme parce qu'en Allemagne, l'âge moyen du premier porteur est 65 ans par rapport à 72 ans. Donc on peut voir que comme ça, on pourrait augmenter le marché de 40 à 50% uniquement en prenant les gens à temps. Et à ma connaissance, les Allemands n'ont pas des oreilles différentes des nôtres. Donc partant de là, le fait de rentrer dans des magasins qui soient beaux et pas dans des magasins qui ressemblent plus aux pompes funèbres générales qu'à un magasin accueillant, doit faciliter le cheminement du patient qui a envie de s'équiper ou au moins de s'informer sur les possibilités qui lui sont offertes. Merci. Alors Maher, effectivement, vous pensez que les opticiens ont un vrai rôle à jouer par rapport à l'image de l'appareil dans la dédramatisation? Alors, sur l'exemple que vous avez évoqué, notamment si on parle des acouphènes, je crois que les opticiens ont un rôle intéressant à jouer. Nous, à Galileo, on fait des études auprès des malentendants et quand on regarde les éléments qui les ont amenés à ne pas s'appareiller, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le manque d'information. Avant le problème d'image, c'est d'abord un problème d'information. Ensuite, il y a un problème d'image. Il y a un problème ensuite d'accueil, de service. Il y a un problème de performance et enfin un problème de prix. Mais tout commence par l'information. Le métier d'audioprothésiste n'est pas connu. Il est connu d'un Français sur deux. Ça veut dire que le malentendant non appareillé, souvent, il ne sait pas qu'il est possible de traiter son problème. Et les audioprothésistes ne sont pas visibles. Avant un problème d'image, c'est une question de visibilité. Des centres d'audition, vous ne les voyez pas partout. Des opticiens, vous les voyez partout. Quand un acteur du domaine de l'optique se positionne dans l'audition, on en entend partout parler. Alors que les acteurs principaux, les enseignes d'audition ne sont pas connus. Donc il y a un problème d'information. Et la population d'audioprothésistes, c'est une population qui communique peu, en général. Donc elle n'est pas visible. L'optique, la distribution optique, ce qu'elle va apporter, c'est déjà de la visibilité. C'est la capacité, finalement, s'il y a quelqu'un qui rentre en magasin, à lui dire, il est possible de traiter des problèmes d'audition. Parce qu'il faudra beaucoup de temps avant que la personne s'appareille. Et quand elle s'appareille, en général, aujourd'hui, elle est passée par un ORL, elle est passée tardivement chez un ORL. Si vous voulez, il y a un problème de correspondance, de juxtaposition, de rencontre entre le consommateur d'aide auditive potentiel et l'audioprothésiste qui se fait très tard ou qui se fait jamais. Parce que c'est un marché de prescription, donc on n'y rentre pas. Alors qu'en optique, on y rentre beaucoup plus tôt. Puis les opticiens sont habitués à communiquer. Là, il y a un rôle intéressant à jouer, à mon sens, pour les opticiens. Deuxième point, l'image. Les opticiens ont compris depuis longtemps les problématiques d'image. Ils l'ont traité depuis les années 70. Ça fait 30 ans qu'ils gèrent ça. C'est vrai qu'il y a 30 ans, les lunettes, c'était une prothèse encore. Exactement. Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode. Les audioprothésistes, pour une très grande partie, n'ont pas intégré cette problématique. Même si les fournisseurs comme Videx cherchent à les aider, mais les audioprothésistes n'ont pas encore intégré cette problématique de banalisation. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de communication. C'est pour ça que les opticiens se disent on a peut-être effectivement un rôle à jouer, il faut le faire intelligemment, mais il y a peut-être un enseignement intéressant. Il y a une problématique de prix. Donc je ne vais pas faire un débat, mais il faut pouvoir aussi avoir une échelle de prix assez large, même si c'est une prestation. Il y a une problématique de prix. Quand vous voulez vous équiper avec un stéréo, c'est plus de 2500 €. Évidemment, peut-être ça le justifie parce qu'il y a une prestation, mais l'optique, elle sait gérer des problématiques de prix, elle sait avoir une gamme large d'offres. Une problématique de performance. Alors là on peut voir aujourd'hui que les industriels ont beaucoup progressé. C'est un des domaines où il y a la plus forte innovation. Le domaine des audioprothèses, donc je crois qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc pour moi, à mon sens, la distribution optique et les opticiens ont un rôle à jouer parce qu'ils sont à la genèse de changements qu'ils ont pu opérer auparavant et qu'ils peuvent mieux comprendre. Et ce n'est pas suffisant. Merci. Nous avons une nouvelle question d'un Aquinote Nicolas qui dit que ce discours est intéressant, mais où s'adresser et comment se former et ses équipes? Monsieur Der?
Alors où s'adresser évidemment, vous pouvez vous adresser à des fabricants, mais c'est pas le chemin naturel. Il existe un annuaire des audioprothésistes. Je pense que la première étape, comme on l'a dit, c'est vraiment de trouver la bonne personne. Les écoles donc délivrent des diplômes. Il y a 5 écoles en France, donc on peut éventuellement aller chercher dans ces diplômés-là. Avant même peut-être l'obtention de leur diplôme. Oui, alors la chasse est ouverte très très tôt aujourd'hui dans les écoles d'audioprothèse. Évidemment, ils sont très courtisés. Donc voilà. Alors concernant la formation, il faut savoir que les fabricants, au-delà de ce que font les écoles d'audioprothèse, d'ailleurs les fabricants participent à la formation dans les écoles d'audioprothèse, mais également sur le terrain. Je prends l'exemple de Videx. Nous avons 4 personnes en France qui sont sur la route toute la journée pour visiter les 3000 centres audioprothèses en France. Donc ça veut dire qu'on a une fréquence de visite et une fréquence d'information et de formation des équipes qui est assez importante. Tout à l'heure, vous parliez, Monsieur César, de former les équipes. C'est l'audioprothésiste qui forme les équipes ? Alors, au sein du parcours du futur franchisé Acuitis, il y a toute une formation qui concerne l'audition. Donc nous avons des équipes formatrices qui accueillent toutes les équipes, qu'elles soient optiques ou audio, puisque la formation doit être la même pour tout le monde, c'est-à-dire le niveau de connaissance, il faut l'élever auprès de tout le monde. C'est-à-dire que le plus faible maillon, c'est celui qui connaît le moins. Donc vous devez avoir la totalité de vos personnels qui soient extrêmement bien informés, parce que vous ne savez pas à qui va s'adresser la personne. Et si c'est une personne qui va l'accueillir et qui dit « oui, je peux vous proposer un rendez-vous mercredi », vous êtes sûr qu'il ne reviendra jamais. Alors que si vous pouvez lui parler de son déficit, si vous pouvez lui dire comment il va être accueilli, vous pouvez l'emmener dans le biophone, vous pouvez lui faire des tests, à ce moment-là, bien évidemment, vous prenez le rendez-vous et à ce moment-là, c'est la continuité de une opération. Est-ce qu'il existe, Monsieur Der, des centres de formation professionnelle ? Il en existe en optique, est-ce qu'en audio il y en a ? À ma connaissance, non. Les seuls organismes habilités à délivrer le diplôme d'audioprothèse sont les écoles d'audioprothèse. En dehors de ce diplôme-là, un non-audioprothésiste peut avoir qu'une activité limitée dans un centre audio. Il est nécessaire et indispensable d'avoir un audioprothésiste diplômé dans le centre audio. Et il y a des assistants, je crois, en audioprothèse. Comment ça se passe ? Alors tout à fait. D'ailleurs, en ce moment, on a mis en place une formation également pour les assistants. Alors généralement, les assistants qui sont déjà en activité, pour les aider à mieux comprendre nos appareils, la partie entretien, suivi, les accessoires, ce qui permet à l'audioprothésiste de déléguer une partie des activités sans valeur ajoutée audiologique vers des assistantes. Vous embauchez des assistants en audioprothèse ? Nous n'embauchons pas d'assistants en audioprothèse parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous formons tous les gens. Donc, ils deviennent des assistants en audioprothèse ipso facto. Donc, ce sont les opticiens du point de vente qui sont également formés à l'audioprothèse. Absolument. Maher, par rapport à ces problématiques de ressources humaines, est-ce qu'on peut raisonnablement réussir sa diversification en audio en ayant un audioprothésiste qui vient seulement une demi-journée ou une journée par semaine ? Alors, ce ne sera pas une diversification, c'est simplement que vous avez un local et vous lui avez loué une partie de votre local, si c'est une demi-journée ou une journée par semaine. Oui, mais ce n'est pas une stratégie de diversification, ça. Hein. On le voit beaucoup, c'est-à-dire on a un espace, on le loue, comme on loue, on partage un peu de revenus, mais ce n'est pas une diversification. C'est plutôt de permettre à l'audioprothésiste, qui a sans doute un centre, mais qui se crée, de pouvoir avoir une activité avant de la rapatrier dans son centre sans prendre trop de risques. Et d'utiliser ainsi votre fichier client. C'est pas ça la diversification dont on parle, hein, je crois qu'on est d'accord. La diversification, si on est par exemple chef d'entreprise, c'est d'avoir une bonne vision des investissements qu'on veut faire, dire voilà, on veut aller là-dedans parce qu'on croit effectivement en ce marché, c'est de trouver un projet avec un audioprothésiste et de lui donner des perspectives. Il ne sera pas forcément que salarié. On peut aussi, il y a des montages intelligents aussi à trouver. Par exemple là, c'est long à développer, mais on peut créer aussi une entité où, à un moment donné, il y a un partage des profits. Donc, on met le pied à l'étrier de la personne, parce que dites-vous que la personne, elle va être séduite par tout le monde. Et elle ne va pas avoir de problème à trouver du travail. Donc, il faut qu'elle ait un atout à travailler effectivement avec vous. Votre fichier client, c'en est un. Le fait que vous avez des équipes pluridisciplinaires, un vaste espace, c'en est un autre. Mais il faut effectivement qu'il ait un intérêt. Donc il y a un mode à trouver.
Et puis il y a aussi la capacité tout simplement d'ouvrir des centres, hein, si on est audioprothésiste, et de recruter des personnes. J'insiste beaucoup sur le projet humain. Nous, on parlait d'enchantement client en optique, en audioprothèse, et de l'enchantement des équipes. C'est ça qu'il faut pouvoir trouver. C'est là-dessus qu'il faut pouvoir travailler pour garder dans le temps un personnel où la relation client audioprothésiste est au moins aussi importante que la relation client final opticien, parce que l'audioprothésiste, il vous appareille, il vous suit tout au long de votre vie. Et bien, il passe encore plus souvent du temps avec vous et il vous voit plus souvent que l'opticien. Donc le projet humain et l'enchantement des équipes est ici essentiel. Monsieur Der, le mot de la fin, le dernier conseil que vous pourriez donner à nos opticiens qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer dans l'audio? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je pense que la clé, le facteur clé de succès, pour reprendre les mots de Maher, c'est vraiment la personne, l'audioprothésiste. Évidemment, de pouvoir le sédentariser. Hein, les jeunes audios sont assez volages, ils passent d'un endroit à l'autre. Donc, si l'association avec l'opticien peut être relativement forte, tant mieux. Ce ne sera que mieux pour le développement futur de l'activité. Merci à tous les trois de nous avoir apporté votre expertise sur le secteur de l'audition. Nous avons vu effectivement que son potentiel s'affirme et que les opticiens ont leur carte à jouer, mais il faut respecter quelques règles. Et je vous remercie de nous les avoir exposées, notamment effectivement cette stratégie de ressources humaines qui, on le voit, est très très importante dans ce secteur. Je remercie également tous les Acuinotes et le public pour leur attention. À très vite sur Acuité TV.